Elle n'avait que 16 ans quand un jeune homme fonçait dans les rues de Rome en hurlant son amour comme un dément. Son premier vertige, son premier abandon. À 19 ans, elle donnait naissance à un enfant dont elle refuse encore aujourd'hui de révéler le père. Et au sommet de sa carrière, elle s'est jetée dans les bras de l'homme le plus adoré d'Italie alors qu'elle portait l'alliance d'un autre. Il a tout déballé des décennies plus tard sans lui demander son avis. Elle appelle ça une trahison. Mais aujourd'hui, elle affirme que ça en valait chaque seconde. À 70 ans, Ornella Muti brise enfin le silence sur les hommes qui l'ont marquée, les secrets qu'elle a enfouis et le chaos dissimulé derrière cette beauté légendaire. Des abandons précoces aux coups reçus sur un plateau de tournage, des prières adressées à un dieu auquel elle ne croyait pas, jusqu'aux amours interdites qui ont failli tout détruire. Ce n'est pas la femme que nous pensions connaître, c'est la vérité qu'elle a passé sa vie à cacher. Et oui, c'est exactement ce que l'on soupçonnait, mais en bien plus profond et infiniment plus sombre. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous immédiatement à Les Célébrités du Monde et activez la cloche. Votre soutien nous permet de continuer à exhumer ces histoires incroyables que personne d'autre n'ose raconter. Merci de nous suivre. Maintenant, plongeons dans l'univers d'Ornella Muti. Née Francesca Romana Rivelli à Rome en 1955, la petite fille qui allait devenir Ornella Muti grandit dans un univers de contrastes violents. Raffinement et chaos, tendresse et abandon, rire et deuil brutaux. Même son héritage familial semble tiraillé entre deux mondes inconciliables. Sa mère, Ilse Renate Krauss, sculptrice estonienne et descendante du médecin personnel du tsar de Russie, élégante, cultivée mais émotionnellement inaccessible. Son père, Renato Rivelli, journaliste napolitain débordant de charme, d'esprit et de cette volatilité typique du sud de l'Italie. Sa mère remplissait la maison d'art et de silence, son père de bruit et de dettes de jeu. Ils étaient comme le nord et le sud, dira-t-elle. Maman était la glace, papa le feu. Moi, je me tenais quelque part dans la fumée entre les deux. Cette fumée s'épaissit terriblement tôt. À seulement 4 ans, Ornella est envoyée vivre chez une tante en Suisse. Officiellement pour des raisons médicales, elle avait les poumons fragiles et les médecins recommandaient l'air pur des Alpes. Mais pour la fillette, ce fut un exil brutal. Il disait que c'était pour ma santé, écrira-t-elle plus tard. Mais personne ne m'a expliqué pourquoi on m'abandonnait. Je ne comprenais pas un mot d'allemand ni de français, j'étais perdu. En revenant à Rome, j'avais oublié l'italien. Cette année et demie laissa une cicatrice plus profonde que n'importe quelle maladie. Ce fut la première rupture dans une vie qui allait être marquée par des déplacements constants, affectifs, professionnels, romantiques. Je crois que le sentiment d'être déplacé a commencé à ce moment-là, confiera-t-elle, et ne m'a jamais quitté. Même quand j'étais célèbre, j'avais toujours l'impression de ne pas appartenir, ni au cinéma, ni à l'amour. Parfois même pas à ma propre peau. À 11 ans, le drame frappe à nouveau. Son père, l'homme qu'elle adorait pour son humour et sa chaleur malgré ses défauts, meurt subitement d'une crise cardiaque sous ses yeux. Il a émis un bruit étrange dans la gorge, un son bizarre, puis il est parti, raconte-t-elle dans son autobiographie. J'étais figée, je ne comprenais pas que j'étais en train d'assister à la mort. Ce moment, dira-t-elle plus tard, divisa sa vie en un avant et un après. Ce jour-là, j'ai cessé d'être une enfant. Sa mère, bien que brillante, n'était pas faite pour la maternité. Ilsa était une rêveuse, une sculptrice, une nomade, plus à l'aise parmi des statues d'argile que dans la vie domestique. Elle n'était pas cruelle, dira Ornella, juste ailleurs. Elle voulait vivre, pas élever des enfants. Francesca, bientôt Ornella, apprit très tôt à compter sur elle-même. Il n'y avait personne pour me tenir, alors j'ai appris à me tenir toute seule. À 15 ans, elle est attirée presque par hasard dans le monde du cinéma. Ce n'était pas l'ambition, c'était la survie. Un directeur de casting, charmé par son visage, lui propose une audition pour le film La Moglie più bella de Damiano Damiani. Je ne savais même pas ce qu'était un plateau de tournage, dira-t-elle, mais il payait 1000 millions de lire. Mon père n'était plus là et on avait besoin d'argent. Voilà pourquoi j'y suis allé. Le rôle, inspiré par l'histoire réelle de l'activiste sicilienne Franca Villa, exigeait une maturité et une intensité bien au-delà de son âge. Sur le plateau, Damiani la pousse au bout. Il m'a giflé pendant une scène pour me faire pleurer, se souviendra-t-elle des décennies plus tard. Je n'ai pas pleuré, par fierté, par colère. Une autre fois, il m'a fouetté les jambes avec une cravache pour me réveiller, disait-il. Je suis rentrée chez moi couverte de bleu. Le médecin m'a prescrit 15 jours de repos. Mais la production a dit à ma mère « Vous devriez être reconnaissante qu'on la laisse travailler ».
Ce fut le baptême de feu d'Ornella dans le monde du cinéma. Un monde qui exigeait tout à elle avant même qu'elle ne sache qui elle était. Il n'y avait pas de place pour l'enfance, pas de filet de sécurité. À 15 ans, elle était devenue une professionnelle. À 20 ans, un fantasme public. À 30 ans, un mythe. Mais sous tout cela se cachait encore la petite fille de Rome, celle qu'on avait envoyée en Suisse et qui avait oublié comment parler sa propre langue. Celle qui avait appris que pour survivre dans un monde qui vous gifle et vous abandonne, il fallait sourire travers la douleur. Et de cette douleur, une légende est née. Si cette histoire vous touche déjà, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Les Célébrités du Monde. Votre soutien fait toute la différence. Elle n'avait que 16 ans quand elle tomba amoureuse, intensément, précipitamment et irrémédiablement, de Luca Cordero de Montezemolo, bien avant qu'il ne devienne le légendaire président de Ferrari et un symbole mondial de l'élégance à l'italienne. À l'époque, il était jeune, fougueux, doté d'un charisme irrésistible. Pour Ornella, encore adolescente et tentant de s'orienter dans les méandres de la célébrité, de la féminité et de la vulnérabilité, Luca fut une révélation. « J'ai un très beau revenir de lui », confiera-t-elle plus tard. Il était fou, mais d'une folie magnifique. Il se mettait soudain à courir au milieu de la rue, les bras grands ouverts en criant « Ti amo », comme si nous étions dans une scène de cinéma. C'était irrépressible, romantique, pur. Il lui offrit même une fine bague de promesses, une fedina, comme celle que s'échangent les amoureux adolescents lorsque les mots ne suffisent plus. Ce n'était pas une simple amourette, cela ressemblait à un avenir. Elle adorait sa spontanéité, son rire, sa capacité à la faire sentir vivante. « J'adore toujours rire », avoua-t-elle, et il me faisait rire comme personne. Mais les amours de jeunesse, surtout dans les cercles sociaux très en vue de Rome, survivent rarement à la réalité. Un jour, sans prévenir, tout s'arrêta. Non pas par une dispute, mais par un silence. Il a choisi une autre femme, dira-t-elle des décennies plus tard avec une pointe de tristesse. Quelqu'un de plus approprié, de plus convenable. Elle s'appelait Sandra. Il l'a épousée. Ornella ne versa pas de larmes en public, mais ce chagrin d'amour ne s'est jamais vraiment effacé. À peine 3 ans plus tard, à 19 ans, sa vie allait à nouveau basculer, cette fois avec la naissance de sa première fille, Nike. La grossesse fit sensation, et Ornella, déjà célèbre, refusa catégoriquement de révéler le nom du père. Les tabloïds s'en donnèrent à cœur de joie. La plupart pensaient qu'il s'agissait de José Luis Bermúdez de Castro, un riche producteur hispano-cubain marié de plusieurs décennies son aîné. Ils avaient été liés sentimentalement au début des années 1970 et la chronologie correspondait. Mais Ornella resta muette, et Nike prit le nom de sa mère. Ce n'est qu'en 2006 que Nike elle-même décida de mettre fin aux rumeurs. Elle fit un test ADN. Le résultat, José n'était pas son père. L'identité du père biologique de Nike reste un des secrets les plus mieux gardés du monde du spectacle italien. Certains disent même que Nike elle-même ne le sait pas vraiment. Ornella, malgré des décennies de questions insistantes, n'a jamais confirmé ni démenti aucun nom. Elle se contente de sourire et passe à autre chose. Comme pour dire, certaines choses nous appartiennent qu'à nous. Vous êtes toujours là ? Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner à Les Célébrités du Monde pour découvrir d'autres secrets de légende. À seulement 20 ans, tout juste auréolée de son premier grand succès au cinéma, Ornella Muti épouse l'homme qui avait été présent dès le début, l'acteur Alessio Orano. Les deux s'étaient rencontrés en 1970 sur le tournage de La Moglie Più Bella. Sur l'écran, leur alchimie était électrique. En dehors, ils étaient inséparables. Une romance de plateau classique, pleine de passion juvénile et de l'illusion que la célébrité partagée pourrait en quelque sorte protéger deux êtres du poids de la réalité. Leur mariage, célébré en 1975, fut discret mais d'une grande valeur symbolique pour Muti. Un moment où elle espérait enfin construire cette famille stable et aimante qu'elle n'avait jamais eu enfant. Mais au moment même où elle disait oui, elle était déjà mère. Sa fille Nike était née l'année précédente, fruit d'une relation qu'Ornella refuse encore aujourd'hui de commenter. Avec Orano, elle cherchait un refuge. Il était calme, une figure protectrice et leur complicité dépassait le cadre du cinéma. Mais le conte de féerie ne dura pas. Les pressions de la célébrité, les turbulences émotionnelles de leur jeunesse et l'absence de fondation solide finirent par les éloigner peu à peu. En 1981, 6 ans après leur union, le mariage prit fin discrètement mais définitivement. Pas de scandale, pas de tempête médiatique, juste deux vies qui ne parvenaient plus à avancer ensemble. Puis vint Federico Facchinetti. Entrepreneur éloigné du tumulte du show-business, Facchinetti était tout ce qu'Ornella n'était pas. Réfléchi, ancré dans le réel,
tourné vers les affaires. Pour Mouti, il représentait un nouveau départ, une chance de stabilité. Ils se marièrent en 1988 et eurent 2 enfants ensemble, Carolina, née en 1984, et Andrea en 1989. Tous deux suivront les traces de leur mère en devenant acteurs, bien que toujours à l'ombre de son immense notoriété. Pendant un temps, ils incarnaient l'image de la famille parfaite. Ornella déclara même en interview que Federico était « le grand amour de ma vie ». Mais derrière les portes closes, les choses étaient moins idylliques. Le mariage, certes plus mûr que le précédent, fut tout de même fissuré par la trahison. La sienne, et peut-être aussi la sienne à lui. Puis survint la révélation. Longtemps murmurée dans les magazines à scandale, mais jamais confirmée jusqu'à présent, Ornella Muti avait trompé son mari. La liaison qui a tout changé. Et pas avec n'importe qui, avec Adriano Celentano, l'un des artistes les plus emblématiques d'Italie, alors encore marié à Claudia Mori. La liaison s'est embrasée sur le tournage de Innamorato Pazzo en 1981, bien que leur alchimie ait déjà fait des étincelles 1 an plus tôt dans Il bisbetico domato. À l'écran, ils formaient un duo comique explosif. En dehors, ils étaient bien plus dangereux. Leur connexion était électrique, intime, espiègle, indéniable. L'équipe le ressentait, le public le percevait, la presse les pourchassait. Mais pendant des années, ils ont tous deux nié, jusqu'à ce que, des décennies plus tard, Celentano admette la vérité au détour d'une interview, sans avertissement, sans prévenir. Une confession publique qui prit Ornella complètement de court. « Il l'a dit sans me demander », se souvient-elle, la voix teintée de colère et d'incrédulité. « C'était une violation. On avait été si prudent pendant des années. Je pensais que cette partie de ma vie était enterrée. Et puis, boum, il décide de tout ressortir sans même m'en parler. Pourquoi ? » Ce moment-là, elle l'a reconnu plus tard, fut l'un des rares de sa vie où elle s'est sentie exposée au public sans consentement. Une partie de son histoire livrée au monde, mais pas à ses conditions. Et pourtant, elle ne l'a pas nié. Bien au contraire. « C'était la seule trahison de ma vie », a-t-elle confié dans son autobiographie publiée en 2025. Et oui, c'était une histoire d'amour, pas seulement de sexe. Je ne crois pas au sexe sans amour, je n'y ai jamais cru. L'aventure fut brève mais inoubliable. Peut-être que j'ai trompé parce que j'avais été trompée, a-t-elle réfléchi, mais peut-être que c'est juste l'excuse qu'on se donne quand on n'ose pas affronter la vérité. Adriano était marié, elle aussi, avec Federico Facchinetti, mais le charme de Celentano la désarma complètement. Il était drôle, et je tombe toujours amoureuse de ceux qui me font rire. Serait-elle restée avec lui si les choses avaient été différentes ? J'aurais continué la relation, dit-elle simplement. Mais ça s'est terminé, et peut-être que c'était mieux ainsi. Des années plus tard, même sa fille Naïké se souvient de sa présence. Je me rappelle quand il venait à la maison, j'étais toute petite. La vérité, une fois révélée, ne disparaît jamais vraiment. Et pour Ornella Muti, ce chapitre, aussi bref fut-il, a laissé une trace que même la gloire ne pourra jamais effacer. N'oubliez pas de vous abonner à Les Célébrités du Monde si vous aimez ce type d'histoire vraie et bouleversante. Après l'effondrement de son mariage avec Federico Facchinetti et les séquelles émotionnelles de la liaison avec Celentano, Ornella Muti entra dans une nouvelle phase de sa vie, marquée non plus par les tapis rouges ou les gros titres scandaleux, mais par une quête silencieuse, presque intime, d'équilibre. Elle ne cherchait plus simplement un compagnon, elle cherchait la paix, peut-être même la rédemption, un havre après des années de tempête. En 1998, elle rencontre le docteur Stefano Piccolo, chirurgien esthétique très respecté, évoluant dans des cercles bien éloignés du milieu cinématographique. Élégant, intellectuel, profondément attentif, Piccolo lui offrit quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment connu auparavant, un sentiment de normalité, de calme domestique. Pour beaucoup, il formait le couple idéal, l'actrice glamour et le médecin discret et accompli. Mais Muti décrira plus tard ces 10 années comme une lente érosion émotionnelle. « J'ai laissé toute ma vie passer à travers lui », a-t-elle avoué. Tout ce que je faisais, tout ce que je ressentais, je le filtrais à travers lui. Je me suis perdue dans cette relation sans même m'en rendre compte. Sans jamais l'accuser de l'avoir maltraité, elle admettra que la dynamique était devenue étouffante. Ce n'était plus simplement de l'amour, c'était une dépendance.
Et lorsque tout s'est effondré en 2008, elle dira avoir dû reconstruire une partie entière de son identité à partir de zéro. Peu après cette rupture, elle rencontre Fabrice Kervet, homme d'affaires français de 10 ans son cadet. Leur connexion fut immédiate mais étonnamment apaisée. Contrairement à ses relations passées, celle-ci se déroula loin des projecteurs, raffinée, discrète, presque confidentielle. Avec Kervet, Mouti trouva un rythme en accord avec la femme qu'elle devenait. Elle n'était plus la beauté insouciante en quête de validation, elle était une femme qui tentait de se redécouvrir selon ses propres termes. Ils ont passé beaucoup de temps à l'étranger, notamment en Russie, où Ornella jouit depuis longtemps d'une immense popularité et ressent un lien spirituel profond, en partie dû à ses origines estoniennes. Ce fut une période d'exploration culturelle et de repli personnel. Pendant un temps, il sembla que c'était peut-être l'homme qui resterait. Mais au fil des années, les fissures apparurent. Leur amour était réel, mais la distance, géographique autant qu'émotionnelle, s'installa. Elle vivait de plus en plus entre plusieurs pays, plusieurs familles, plusieurs identités, et peu à peu, le lien s'effaça. En 2020, après 12 ans de vie commune, la relation prit fin, sans drame, mais de façon définitive. « Ce n'était pas dramatique, dit Ornella. Il n'y a pas eu de trahison, pas d'explosion, juste le silence, juste la distance. Parfois, c'est comme ça que ça se termine. Et après cela, j'ai choisi d'être seule, déclare-t-elle avec une conviction paisible. Aujourd'hui, dans la soixantaine bien avancée, Ornella Muti vit entourée de ses enfants et de ses petits-enfants. Elle accueille encore l'idée de l'amour, mais plus comme un remède, ni une échappatoire. S'il doit venir, qu'il vienne pour me porter, pas pour me définir. Dans son autobiographie publiée en 2025, Questa sono io, celle-ci c'est moi, un titre qui ressemble à une confession murmurée, Ornella fait enfin tomber le masque, le glamour, le visage public, tout ce qui restait, brut, surprenant, souvent douloureux. « J'ai toujours armé mes ennemis », écrit-elle dans l'une des phrases les plus citées du livre, et avec joie en plus, comme si je leur tendais mon épée enflammée pour qu'ils me transpercent avec. Une métaphore qui résume parfaitement sa manière de vivre, en offrant trop vite à des gens qui souvent ne savaient pas la tenir sans la blesser. Ce livre n'est pas un mémoire rangé et poli, c'est un règlement de compte. Pour la première fois, elle parle sans détour de ses expériences avec la drogue dans sa jeunesse, quand la célébrité est arrivée plus vite que la maturité. « J'ai essayé le LSD, admet-elle. Tout le monde dans ce cercle en prenait. On était des gamins qui se croyaient intouchables. Puis, le choc. Une de ses amies proches prend une dose, marche jusqu'à la fenêtre et saute. Ce moment brisa chez Ornella l'illusion du contrôle. Elle s'éloigna de ce monde, non pas par force, mais par nécessité. « J'avais naïqué, dit-elle. J'avais à peine 19 ans, mais j'étais mère. Je ne pouvais pas me permettre de disparaître. Il fallait que je rentre à la maison. Elle était ma lumière, mon encre. Sans elle, je ne sais pas qui je serais devenue. » Tout au long du livre, elle revient sur le thème de la solitude, non pas seulement comme une émotion, mais comme un état d'être. Élevée entre deux cultures, abandonnée un temps en Suisse à l'âge de 4 ans, perdant son père subitement à 11 ans, Ornella a été façonnée par l'instabilité. Sa soif d'affection et de sécurité, surtout venant des hommes, a été à la fois sa boussole et sa perte. C'est très facile de manipuler une femme qui voit en vous ce qu'elle a besoin d'y voir. Quand on est blessé, on projette tous ses rêves sur quelqu'un. On tombe amoureuse de l'idée de guérir, pas de la personne en face de soi. Et là, on devient aveugle. Ses réflexions sur l'amour sont tendres, mais jamais naïves. Elle parle des trahisons, y compris des siennes, avec compassion et une honnêteté brutale. Elle confesse avoir tenté de construire quelque chose de durable avec les hommes, non pas par désir de pouvoir, mais par nécessité de sécurité. « Je voulais une famille parfaite, parce que la mienne était le chaos. Je voulais de la stabilité, de la chaleur, des certitudes. Mais je poursuivais ce rêve avec une telle intensité que je ne voyais pas que je le brisais moi-même. » L'un des changements les plus marquants dans son récit est d'ordre spirituel. Après des années de pratique du bouddhisme, attirée par sa discipline, sa sérénité, ses rituels, Ornella revient discrètement mais résolument à la prière dans une dimension chrétienne. En bouddhisme, on formule 3 souhaits,
à court, moyen et long terme. Et j'ai fait ça fidèlement pendant des années, mais rien n'est jamais venu. Et un jour, j'ai juste prié Dieu, pas un mantra, Dieu. Et en une semaine, tout s'est adouci. Les gens ont changé, le poids s'est allégé. Je me suis senti en sécurité, parce que j'ai cru que quelqu'un veillait sur moi. La foi pour Ornella n'est pas un dogme, c'est un refuge. Aujourd'hui, à 70 ans, elle parle souvent de ses enfants et de ses petits-enfants, non seulement comme des fiertés, mais comme sa rédemption. Nike, née alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente, reste son lien émotionnel le plus fort. « On a grandi ensemble », dit-elle. « Elle n'était pas seulement ma mère, elle était ma sœur, mon miroir, mon fil de vie. » Carolina et Andrea, ses enfants avec Federico Facchinetti, ont tous deux suivi ses traces dans le monde du cinéma. Mais ce sont ses 4 petits-enfants, Akash, Alessandro, Giulia et Eduardo, qu'elle appelle désormais les véritables amours de ma vie. Et pourtant, quand on lui repose une dernière fois la question sur l'homme qui a mêlé passion et regret dans sa vie, elle ne vacille pas. Adriano Celentano, la trahison, le scandale, les conséquences. Le referait-elle si elle le pouvait? Elle sourit avec une clarté que seul le temps peut offrir. « Je le répète », écrit-elle dans le dernier chapitre, « ce fut la seule trahison de ma vie, et elle en valait la peine. » Puis une pause et une dernière phrase, douce mais déterminée. « Je crois encore à l'amour, celui qui vous prend dans ses bras sans vouloir vous réparer, celui qui vous caresse les cheveux quand vous êtes dans le noir et qui reste. » Une liaison secrète avec Celentano, une paternité dissimulée, le silence d'une mère, une gifle d'un réalisateur et un cœur brisé encore et encore. Et pourtant, elle affirme « Je crois en l'amour ». À 70 ans, Ornella n'a plus rien à prouver, mais encore tout à dire. Et vous, quelle révélation vous a le plus surpris? Pensez-vous qu'elle a eu raison de pardonner? Dites-le nous en commentaire, et si vous voulez d'autres histoires secrètes de légendes que vous pensiez connaître, likez, partagez et abonnez-vous à Les Célébrités du Monde. Votre soutien nous permet de continuer à raconter ces destins extraordinaires que le temps voulait effacer. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les vies cachées des plus grandes stars. À très vite sur Les Célébrités du Monde.